On me demande souvent, est-ce que c'est le nouveau Yalta ou quoi? Et le prix, eh bien, c'est le nôtre. Que nous allons payer. Hong Kong, Ouïghours, Taïwan, Ukraine. Je vais vous le dire, sans détour. Novembre, le mois de novembre américain a commencé à Pékin. Qu'est-ce que Trump a obtenu ou obtiendra de Xi et qu'est-ce que Xi obtiendra de Trump? Une chose est claire. La visite en Chine a lancé la campagne électorale aux États-Unis. Et maintenant, passons aux nouvelles et à l'analyse. Une station-service quelque part dans l'Ohio. Le compteur affiche 4 $, 48 cents le gallon. Une jeune femme, une mère avec 3 enfants dans un minivan. Elle regarde les chiffres. Avant la guerre en Iran, c'était 3 $. Aujourd'hui, c'est 4,50 $. 81% des Américains disent que le prix de l'essence pèse sur leur budget. 63% d'entre eux désignent directement le coupable, Donald J. Trump. C'est à cause de cette femme, à cause de ces chiffres. Sur le compteur, il y a 2 jours, le président des États-Unis d'Amérique est monté dans un avion et s'est envolé pour Pékin. Sur un autre continent, à Londres, le Premier ministre Keir Starmer monte à la tribune avec l'air d'un homme politiquement mort. Pourquoi? 66% des Britanniques exigent sa démission. 72 députés de son propre parti l'ont fait publiquement. Partout en Occident, cet ordre même sur lequel reposait la famille des nations d'après-guerre, von Solace, s'effondre simultanément. Vu toutes les disputes entre ses membres, on peut dire que c'était vraiment une famille. Aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi cela s'effondre, et pourquoi c'est directement lié à Pékin. Commençons par le plus important, par la rencontre que Donald Trump lui-même a déjà qualifiée, je cite, de la rencontre la plus importante de notre millénaire. Et les enjeux de cette rencontre sont plus grands que Taïwan, plus grands que l'Iran, et même plus grands que les fèves de soja chinoises. L'enjeu, c'est le contrôle du Congrès américain après le mois de novembre. Eh bien, je parle de notre année 2026, c'est-à-dire l'Amérique des 10 prochaines années. C'est-à-dire, messieurs, le monde des 10 prochaines années. Et peut-être même plus. Je vous promets une chose. À la fin de cette partie de notre vidéo, la dernière minute avant le deuxième sujet, je vais vous présenter un scénario que je n'ai entendu ni sur CNN, ni sur Fox, ni sur Bloomberg, ni dans le Wall Street Journal. Eh bien maintenant, comme on dit, c'est parti. On ne peut pas imaginer pire. Pour comprendre pourquoi Trump est à Pékin, il faut comprendre dans quel gouffre le Parti républicain s'est retrouvé en mai 2026. Le taux d'approbation du président est de 37%, le pire score de ses 2 mandats. Son cote net d'approbation est de moins 20 points parmi la population adulte. 48% des Américains non seulement désapprouvent Trump, mais le désapprouvent fortement, activement, avec conviction. Plus inquiétant, la fracture atteint aussi ses partisans. Au sein de la base républicaine, le soutien est passé de 88% il y a 1 an à 81% aujourd'hui, 7 points en 12 mois. C'est sérieux. Et parmi les jeunes républicains de moins de 30 ans, c'est encore plus marqué. Il y a en fait 4 raisons à cela. Et il faut bien les comprendre parce que sans diagnostic, il est impossible de trouver un traitement. Premièrement, c'est le prix du carburant. 4,48 $ le gallon. C'est 48% de plus qu'avant la guerre. Ça fait mal. Deuxièmement, l'Iran. 61% des Américains estiment que l'opération militaire en Iran a fait plus de mal que de bien. 62% sont convaincus que les décisions de Trump ont affaibli la position des États-Unis dans le monde. Ils ont renforcé la position des États-Unis dans le monde. Maintenant, c'est la 3e économie. Probablement pour la première fois depuis 2010. Depuis des années, les démocrates inspirent plus de confiance que les républicains sur l'économie. Là, c'est vraiment, comme on dit, la catastrophe totale. Seulement 35% approuvent dans la politique économique de la Maison-Blanche. Mais ils ne comprennent rien. Ce n'est pas leur faute, on ne leur a pas bien expliqué. Quatrièmement, un simple sentiment de lassitude qui échappe à la sociologie. Eh bien, il y a trop de bruit là-bas. De Garland, de la grâce, des tweets, des tribunaux. Tout cela fatigue. C'est une émotion dangereuse pour un président en exercice.
Et encore. Il existe une loi de fer dans la vie et la politique américaine. Ni Kennedy, ni Reagan, ni Obama ne l'ont abolie. Personne. Le parti du président en exercice perd les élections de mi-mandat. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Il n'y a eu que 2 exceptions en 80 ans, je crois. 1998. C'était la procédure de destitution contre Clinton. Le balancier est allé contre les républicains. On a touché aux nôtres. Ils ont été punis pour cette histoire de femme. Et 2002, je crois. L'année après le 11 septembre. Oui, bien sûr. Après le 11 septembre, le pays s'est rassemblé autour du drapeau. Et c'est tout. 2 fois en 80 ans. Le nombre moyen de sièges perdus à la Chambre des représentants par le parti du président est de 25. Au Sénat, c'est 4, mais lorsque la cote de popularité du président est inférieure à 50%, et Trump est à ce niveau aujourd'hui. Le nombre moyen de sièges perdus à la Chambre passe à 33. Et que disent les sondages actuels ? Les démocrates sont en tête dans ce qu'on appelle le vote générique, une moyenne en quelque sorte, qui est pour qui ? 52 contre 42, 10 points d'écart. Si cet écart se maintient jusqu'en novembre, les démocrates récupéreront la Chambre à 100% et avec elle, le pouvoir de lancer une nouvelle procédure de destitution. Ouvrir des auditions sur tous les responsables que Trump a nommés et bloquer n'importe quel budget. Et l'enthousiasme est aussi du côté des opposants. 65% des démocrates se décrivent donc comme très motivés pour voter. Parmi les républicains, c'est 53%, 8 points de différence. En termes de participation réelle, cela représente 1 million de voix dans leurs États, au minimum. Il faut reconnaître à Trump qu'il ne le nie pas. En avril, lors d'une émission sur Fox News. Ou Fox Business. C'est tout à fait possible. Il a dit presque littéralement. Même sous un grand président. Et il l'est, bien sûr. Les élections de mi-mandat sont généralement perdues. Mais nous allons essayer d'inverser la tendance. Nous essayons d'inverser la tendance. Voilà ce qu'est la visite à Pékin. Une tentative d'inverser la tendance. Une tentative de changer la tendance. Cette même tendance-là, que Trump n'aime pas du tout, et moi non plus. Et c'est là qu'il y a un paradoxe, dont la presse occidentale parle à voix basse, parce qu'il ne correspond pas à son récit préféré, pendant que les sondages dressent un tableau sombre, une bataille juridique silencieuse, pour le découpage des circonscriptions électorales. Elle tourne en faveur des républicains, en Virginie. Les tribunaux cette année ont rendu 2 décisions. Redessinant la carte en faveur des rouges. Des rouges, chez nous bien sûr ce sont les républicains. Au Tennessee, de même en Louisiane, l'appel est prévu pour juillet, en Alabama pour août, et à la Cour suprême des États-Unis. Décision en cours sur la question. La création des circonscriptions est-elle constitutionnelle ? Sur la base de critères raciaux, c'est-à-dire ce que les démocrates ont toujours fait. C'est du racisme à l'état pur. Mais ils ont inventé un cadre dans lequel ils peuvent le faire entrer. Eh bien maintenant, les tribunaux annulent cela. Une situation tend à devenir la norme. Qui est positif pour les républicains ? Une norme. Le racisme est positif pour les démocrates. Et voici cette norme. La norme américaine. Elle est positive pour les républicains. La décision est attendue d'ici la fin juin, si la Cour dit non. Alors des dizaines de districts. Dans les États du Sud, il faudra tout redessiner. Et il reste 5 mois jusqu'en novembre. Ce sont des aspects techniques. Mais en général, ce sont des faits de sérieux. Pour les élections de 2024, plus de 84% des membres américains du Congrès ont été élus avec une avance de plus de 10 points. Donc il y a peu de districts compétitifs. Et chaque district redécoupé a du poids. Que signifie cela concrètement ? Les sondages nationaux disent une chose, mais la carte réelle de la Chambre pourrait changer d'ici novembre. Vraiment très différente. Cette fois, pour les démocrates, ce sera très difficile. Très difficile de convertir un avantage en voix en avantage en sièges, si les républicains y parviennent. Réduire l'écart de 10 points à 4 au moins, ils garderont la majorité à la Chambre. C'est dans cette étroite brèche entre 10 points et 4, et ça marche. La stratégie de 6 mois de Trump, qui a commencé. Depuis Pékin, sa phase active a commencé, Le partage du monde. Maintenant,
Ce que Trump ramène déjà sûrement de Pékin, du soja. S'il a confirmé publiquement, la Chine va augmenter fortement ses achats de fèves de soja américaines. La Maison-Blanche ne révèle pas les chiffres exacts en dollars. Cela sera annoncé lors de la conférence de presse, dans 10 jours, au moment où les nouvelles de l'Ohio et de l'Iowa seront les plus utiles. C'est un cadeau aux agriculteurs blancs du Midwest, ce même groupe, qui a voté pour Trump en 2024 avec 20 points d'avance, une fois, seulement 13. Le pétrole. S'il a dit clairement, la Chine veut augmenter ses achats de pétrole américain pour réduire sa dépendance au Moyen-Orient. C'est un geste diplomatique. Nous réduirons nos achats de pétrole iranien. C'est un signal pour Téhéran, Riyad et les contrats à terme sur le pétrole à la bourse de Chicago. Un signal positif pour les contrats à terme. Le gaz naturel liquéfié. Dans le cadre du paquet énergétique. Aucun chiffre précis n'a encore été annoncé. Des négociations techniques dans les prochaines semaines préciseront les détails. Maintenant, Boeing. Une grosse commande, des centaines d'avions. Je ne donnerai pas le chiffre exact, la Maison-Blanche ne l'ayant pas encore annoncé. Et le médecin s'appelle chez nous. Ici, on ne fait pas trop de suppositions. Mais c'est l'ordre. Des dizaines de milliards de dollars. Et l'Iran. Ici, il y a un carrefour, que la presse dominante évite pudiquement. En parole. Xi a accepté. L'Iran ne doit pas obtenir d'armes nucléaires. D'accord. En principe, ils sont pour que ce ne soit pas trop répandu. Les pays qui en ont déjà, les ont déjà. Mais ils ne veulent pas que plus de pays en aient. C'est-à-dire, c'est un principe pour eux. Le détroit d'Ormuz doit rester ouvert. C'est aussi en général une déclaration de principe. Mais il n'est pas clair ce que la Chine fera à ce sujet. C'est vrai. Il a ajouté une déclaration ferme qui, pour une raison quelconque, n'a presque jamais été citée. La Chine est contre la militarisation du détroit. Et contre toute tentative. Et là, écoutez bien. Percevoir des frais pour le passage. Ce sont des eaux internationales, soit dit en passant. C'est déjà un signal envoyé à Téhéran devant les caméras du monde entier. Voilà ce qui ne nous plaît pas. Mais en réalité, ce n'était en que des paroles. La Chine était le plus grand acheteur de pétrole iranien. Et elle l'est restée, elle le restera. Elle achètera moins, mais elle restera. Xi a accepté la rhétorique. Mais il n'a pas accepté de devenir un instrument de pression. Il n'a pas fermé les canaux pétroliers là-bas, il n'a pas supprimé les circuits bancaires, il n'a pas dit aux pétroliers iraniens de ne plus décharger à Qingdao. Non, il n'a rien dit de tout cela. Il en a parlé. Mais les actions ont été comme mises de côté, ou bien on verra. Une transaction n'est jamais unilatérale, et tout ce qui s'est passé à Pékin se déroule des deux côtés de la table. Pékin a obtenu. Réduction partielle des droits de douane sans détails annoncés. Un peu de marchandage et de commerce à venir. L'accès aux semi-conducteurs américains. C'est pour cela que nous avons emmené Nvidia là-bas. Les détails n'ont pas été annoncés. Mais c'est une question clé pour l'industrie chinoise, celle de l'IA, enfin de l'intelligence artificielle. Le silence de Trump sur Hong Kong. Ce qui, d'après ce que je comprends, est très important pour la Chine, et pas du tout important pour nous. Le silence sur les Ouïghours. Total. Je pense aussi. Comme si partout dans le monde, quelqu'un était opprimé. Pourquoi ? Eh bien, voilà. Point. Je ne pense pas que c'était une grande affaire pour l'administration. Et le plus important, l'absence de sanctions contre la Chine pour son soutien à la Russie dans la guerre contre l'Ukraine. Cela aussi. Je pense que cela a été très facile pour Trump, moralement et physiquement. Le dernier point, souvenez-vous-en. Les médias américains n'en parlent pas. Mais c'est parfaitement compris à Moscou et à Kiev. Trump a obtenu le silence de Xi sur l'Ukraine, ce que craignaient les Chinois, ce que craignaient les Ukrainiens, par eux. Ils en paient le prix. Si vous avez regardé jusqu'à cette minute, mettez un like, abonnez-vous. Ce n'est pas pour aider l'algorithme, c'est un acte de résistance contre l'information simpliste. Plus il y aura de gens qui connaîtront la réalité, qui verront cette analyse, moins il y aura de personnes qui voteront sans comprendre pourquoi elles votent réellement. Si, messieurs, vous votez contre certaines choses que, disons, que je représente ou que je promeus, c'est d'accord, tant que vous comprenez les conséquences. Et écrivez en commentaire une phrase. Combien ça coûte à votre station-service aujourd'hui ? Combien coûte un gallon dans votre état ? À quelle date avez-vous fait le plein ? Pour ma part, je lis.
Vos informations pourraient me servir pour la prochaine vidéo. Et maintenant, le scénario promis, celui que ni CNN ni Fox n'ont. Pourquoi je parle d'eux, comme des autres? Parce qu'ils sont complètement opposés. Ceux-ci choisissent dans un sens et ceux-là choisissent dans l'autre sens. Je suppose, j'insiste sur le mot « suppose » parce que c'est une hypothèse analytique, issue du renseignement, que l'accord principal sur l'Iran ne se trouve pas sur la table à Pékin, mais attend Trump dans le bureau ovale. Et il sera conclu par l'intermédiaire de Xi, donc avec Téhéran. La Chine comme médiateur. Eh bien, disons qu'une copie a été discrètement transmise à Xi. L'hypothèse est simple. D'ici août-septembre, Trump accepte discrètement ce que l'ayatollah Khamenei a toujours voulu. Un enrichissement limité de l'uranium à 5%, pas 20, pas 95. Eh bien, c'est-à-dire un niveau civil, sous le contrôle formel de l'AIEA, sans inspection armée, avec une vérification décorative. En échange, l'Iran ouvre le détroit d'Ormuz, permet le passage libre de tous les pétroliers, cesse les attaques contre les bases américaines en Irak et surtout arrête les livraisons de missiles au Hezbollah et aux Houthis. Ce qui est très important pour nous, discrètement car ils ne peuvent pas arrêter publiquement leur aide aux attaques contre Israël. Toute leur rhétorique est basée là-dessus, toute leur gouvernance repose là-dessus, leur leadership parmi les chiites est fondé là-dessus. C'est cette démarche qui fait baisser les contrats à terme sur le pétrole à Chicago, non pas de 10%, mais bien de 25%. Ce sont eux qui font passer l'essence de 4,48 à 3,70 d'ici octobre. C'est précisément cela, et non le soja chinois, qui est l'enjeu politique pour lequel Donald Trump s'est envolé pour Pékin, car il ne peut pas négocier directement avec Téhéran, mais il peut le faire par l'intermédiaire de Xi. Israël ne sera pas très heureux. L'Arabie saoudite sera prudente face à cela. Les faucons au Congrès seront furieux. Et à long terme, le problème nucléaire iranien n'est pas résolu, il est simplement gelé. Mais jusqu'en novembre, cela fonctionne. Et c'est précisément pour cela que je soupçonne que nous avons vu à Pékin cette photo souriante au Temple du Ciel. Ce n'est pas un sommet du siècle sur Taïwan. C'est discrètement un accord iranien basé sur l'arithmétique électorale. Même pas de l'algèbre, juste de l'arithmétique. Le courant dominant n'utilisera ce nom que lorsqu'elle sera officialisée, et alors il sera trop tard pour l'attaquer. Et maintenant, un front parallèle attend Donald Trump à la maison lorsque l'avion atterrira à Andrews. 4 juillet 2026. 250. 250 ans de la déclaration d'indépendance. La Maison-Blanche a déjà investi 150 millions de dollars dans cet anniversaire. Une task force spéciale, la Task Force 250, a été créée. Des événements dans chacun des 50 États. Des délégations étrangères. Des rues. Un éclairage rouge, blanc et bleu. Des monuments dans le monde entier du 2 au 5 juillet. Les stratèges républicains le disent clairement. Clairement. L'anniversaire est la scène idéale pour l'image d'un leader national qui se tient au-dessus de la politique partisane. Trump, c'est comme le maître de la plus grande célébration de l'histoire du pays. C'est une image qui fonctionne sans un seul mot de campagne électorale. Et les démocrates sont dans un dilemme. Célébrer ensemble, cela signifie légitimer Trump. Boycotter, cela donne cette impression. Eh bien, c'est comme si tu étais contre ton propre pays. Quel que soit leur choix, c'est une perte pour eux. Ils devront choisir entre le mauvais et le très mauvais. Opération nettoyage. Trump est arrivé au pouvoir non pas seulement pour gouverner. Il était venu avec des dossiers. Ces dossiers seront ouverts un par un, semaine après semaine, jusqu'en novembre. Ce ne sera pas simplement un procès ou des procès. Ce sera un audit public de ce que le Parti démocrate a fait à l'Amérique au cours des 20 dernières années au moins. Principalement, il y aura ce qu'on appelle un travail sur 3 axes. Le premier, ce sont les complots politiques contre la volonté de la majorité. Ce que nous avons commencé à appeler le Russiagate. Une opération dans laquelle le FBI Comey, la CIA de Brennan et la communauté du renseignement de Clapper en 2016 ont fabriqué l'affaire sur les liens de Trump avec le Kremlin. Sur la base du tristement célèbre dossier Steele, payé par l'équipe de Hillary via le cabinet d'avocats Perkins Coie, le rapport Durham.
Cela a été confirmé en 1923. L'enquête a été ouverte à partir de rien. Sur du vent. Sur absolument rien. Sur du vent, même pas sur un prétexte bidon. Ensuite, la lettre de 51 anciens agents du renseignement en octobre 2020 disant que l'ordinateur portable de Hunter Biden présentait des signes de désinformation russe. Pourtant, l'ordinateur portable était authentique. Ils le savaient tous et ils ont signé quand même. Et cela a coûté à Trump l'élection de 2020. Les noms: Brennan, Klepper, Panetta, Hayden, Morell. Souvenez-vous d'eux. Ils seront appelés à témoigner sous serment. Ce sera un cirque ecclésiastique. Non, pas ecclésiastique, mais circassien. Plus les Twitter Files. Et l'affaire, le FBI et le département de la sécurité intérieure coordonnaient avec les réseaux sociaux, donnèrent des ordres. La censure était imposée comme un devoir aux citoyens américains. La Cour suprême a déjà examiné cela, mais d'autres audiences sont encore à venir. Voici le plan. Premièrement, puis le Covid en second point. Et les milliards qui en ont été tirés. Oui, le docteur Anthony Fauci et son financement de recherche dite de gain de fonction. C'est-à-dire l'ajout au virus de quelque chose qui doit nuire à l'homme. Ou, d'abord en Amérique, puis après l'interdiction, ils l'ont discrètement transféré à Wuhan. Peut-être qu'ils l'ont aussi transféré dans plein d'autres endroits. Une rumeur désagréable évoque 3 laboratoires en Ukraine. Mais pour Wuhan, nous le savons avec certitude. Les Ukrainiens ne sont pas concernés. Ce sont des affaires américaines. Voilà les gars, voici de l'argent, voici des laboratoires, voici ceci, voici cela, et vous, continuez simplement. 147 millions de dollars de fonds fédéraux. Sous serment, Fauci a nié cela, il a dit « Mais de quoi parlez-vous ? Jamais de la vie. » Mais les courriels internes montrent exactement le contraire. Parallèlement, le syndicat des enseignants EFT, dirigé par Randi Weingarten, correspondait directement avec le CDC, dictant les recommandations médicales pour maintenir la fermeture des écoles. Le syndicat des enseignants disait « À notre, en russe, service de contrôle des épidémies, combien de temps devons-nous garder les enfants à la maison ? Et ils perdent les salaires des enseignants qui restent aussi à la maison ou qui traînent à Hawaï. Et le résultat ? Un détail. La plus grande baisse du niveau scolaire des enfants américains de toute l'histoire. Bon, enfin, du pays, des mesures, je ne sais pas, de toute l'histoire. Et l'argent. Le programme de protection des salaires. Plus de 100 milliards sont partis dans des demandes frauduleuses. En somme, quelqu'un déposait des papiers mensongers et les fonctionnaires, conscients des faux, validaient et transféraient l'argent. Et la famille Biden, selon les documents de la commission de surveillance de la Chambre, a reçu plus de 24 millions de dollars de la part de personnes et d'entreprises liées à l'Ukraine, à la Chine, à la Roumanie, au Kazakhstan et à la Russie. Et les tableaux de Hunter Biden se vendaient jusqu'à un demi-million de dollars pièce. Pourquoi faire ? Eh bien pourquoi ? La peinture, la toile, ça coûte quelque chose. Ils ont juste étalé de la peinture sur une toile et l'ont vendue. Troisièmement, le vol généralisé dans les programmes destinés aux plus vulnérables. L'affaire Feeding Our Future du Minnesota. 250 millions de dollars volés dans les programmes fédéraux d'alimentation scolaire. 70 chefs d'accusation. Les enfants à qui cet argent était destiné ne recevaient tout simplement pas de nourriture. Aucune. Le bureau de l'inspecteur général du travail a estimé à plus de 190 milliards de dollars le montant volé dans les programmes d'aide au chômage pendant la pandémie. 190 milliards. Je répète, ils ont détourné des milliards, pas des millions, pendant cette période. Et le plus effrayant, sous l'administration Biden, le bureau des réfugiés a perdu la trace de plus de 100 000 enfants migrants. Ils les ont laissés entrer dans le pays et les ont perdus. Ce ne sont pas des statistiques, ce sont des personnes, ce sont des enfants. On continue de les chercher, mais on dit déjà que beaucoup ne seront jamais retrouvés. Quand ces histoires commenceront à éclater bruyamment les unes après les autres, ce cadre de la dictature de Trump commencera à disparaître et un autre apparaîtra, le nettoyage. Écurie, marais, cauchemar, nettoyage. Le troisième courant, ce sont les échecs des administrations démocrates dans les grandes villes, la criminalité à Chicago, le sans-abrisme à San Francisco.
l'état des écoles publiques à Baltimore. Ce sujet n'est pas nouveau, mais il sera systématiquement abordé pendant la saison électorale, avec des chiffres précis, avec des adresses. Parallèlement, l'affaire d'ingérence électorale en Géorgie en 2020 est la dernière bombe. L'affaire de James Comey, l'ancien directeur du FBI accusé à cause d'une photo de coquillage sur la plage qui formait l'inscription 8647. Eh bien, 86, c'est un appel au meurtre, et 47, c'est clair, c'est le président des États-Unis. Chaque semaine, un nouveau nom, un nouveau document, une nouvelle couverture. Les démocrates sont constamment en position de se justifier. Le calcul républicain est basé sur la convergence de 4 vagues d'ici octobre. La première vague est économique. Un accord discret avec l'Iran plus des commandes chinoises, équivalent à une baisse des contrats à terme sur le pétrole, ce qui signifie que l'essence coûtera moins de 4 $ en octobre. C'est suffisant pour que, par exemple, les femmes blanches sans diplôme, les latino-américains, ceux qui se sont le plus éloignés de Donald Trump, commencent à revenir. Ce n'est pas parfait, mais c'est suffisant. La deuxième vague est liée à l'image. Le jubilé de juillet crée l'image de vainqueur et d'un patriote, sur fond duquel les élections de novembre apparaissent comme la suite d'une belle histoire, et non comme une punition pour une mauvaise. La troisième vague est négative envers l'adversaire. Les procès, les révélations, les catastrophes urbaines, tout cela s'est présenté, disons-le ainsi, comme si les électeurs démocrates devaient avoir honte d'aller voter pour ces gens horribles. Et pour certains, ça va marcher. Cela retiendra un certain nombre de personnes qui n'iront pas voter pour les républicains, mais qui commenceront à douter s'ils doivent ou non aller voter pour les démocrates. La quatrième vague est purement technique. La nouvelle carte des circonscriptions après la décision des tribunaux. Elle convertit même un léger déplacement de l'électorat en siège en faveur des républicains. Est-ce que ça va marcher ? Il n'y a aucune garantie. La guerre contre l'Iran peut s'éterniser, l'accord peut s'effondrer, l'essence peut rester chère, un gros scandale peut annuler 3 vagues de bonnes nouvelles, comme on dit. Mais ce qui ressemble à une visite diplomatique à Pékin, ce n'est pas de la diplomatie. C'est le premier coup d'une partie de 6 mois dont l'enjeu est le Congrès. Et Trump, assis à cette même table de banquet des Wa, le sait mieux que quiconque dans la salle. Eh bien maintenant, voici la deuxième histoire que j'ai promise au tout début, celle qui concerne le cadre dans lequel ce partage est devenu possible. Parce qu'une nouvelle Yalta n'est possible que parce que l'ancienne est morte. La fin de l'ancien ordre. Le 8 mai, Grande-Bretagne, élection locale. Le parti travailliste du Premier ministre Keir Starmer perd, écoutez bien, 1496 mandats. 38 municipalités. Donc le parti Reform UK de Nigel Farage, l'ami de Trump, l'homme que le mainstream a ridiculisé pendant 10 ans, arrive en première position. Et pas seulement pour ses mandats et ses circonscriptions, mais aussi dans le sondage national. 25% contre 18% pour les travaillistes. Ils ont 25, les travaillistes en ont 18. 72 députés du propre parti de Starmer ont exigé sa démission en 48 heures, il a refusé. Mais 66% des Britanniques, y compris 60% de ceux qui ont voté pour lui il y a un an, disent « Tu ne devrais pas aller jusqu'aux prochaines élections ». Le 13 mai, le roi Charles a lu le programme annuel du gouvernement lors du discours du trône britannique. Starmer était assis au premier rang avec l'air d'un cadavre politique. C'est la Grande-Bretagne. Et regarde l'Allemagne, où l'AfD est à 30%, la France, où Le Pen prépare sa campagne présidentielle, l'Italie, les Pays-Bas, la Suède. L'ancien Occident politique, traditionnel, centriste d'après-guerre, s'effondre simultanément dans toutes ses capitales. Et cet effondrement se produit en parallèle avec l'effondrement de l'architecture sur laquelle l'Occident reposait, messieurs, pendant 80 ans. Il n'a adopté aucune résolution obligatoire, en collaboration avec la Russie, lors de la guerre iranienne de 2026. Russie et Chine bloquent les résolutions américaines, États-Unis et Grande-Bretagne bloquent celles de Russie, Iran, etc. L'organisation créée en 1945 à San Francisco, précisément pour empêcher une troisième guerre mondiale en 2026, n'a servi à rien. Une façade, l'OTAN est au bord du gouffre.
Trump doute publiquement de l'article 5. Si la Pologne ne paie pas ses 2% du PIB, pourquoi devrions-nous mourir pour Gdańsk? La Turquie d'Erdogan bloque l'intégration complète de la Suède, bloque les opérations en mer Noire, tout en continuant d'acheter à la Russie ses systèmes, comment déjà? S-400 si je ne me trompe pas. Erdogan est officiellement dans l'OTAN, mais politiquement il fait ce qu'il veut, comme on dit. Additionnez tout cela. À Londres, le parti s'effondre, à Berlin, le gouvernement s'effondre, à Bruxelles, le consensus s'effondre, à New York, l'ONU reste muette, à Ankara, les alliés commercent avec l'adversaire. Et ce n'est qu'alors qu'on comprend pourquoi, hier à Pékin, 2 personnes étaient assises à la table et, mesdames et messieurs, soyons honnêtes les uns avec les autres, ils se partageaient dans le monde. La vieille Yalta est morte, elle a disparu, elle s'est éteinte, elle s'est évaporée. Et ce n'est pas parce que quelqu'un l'a annulée, mais parce que ceux qui l'ont signée en 1945 ne sont plus là, leur mission n'existe plus. La Grande-Bretagne de Churchill, l'Amérique de Roosevelt et l'Union soviétique de Staline n'existent plus. Ce n'est pas seulement leur absence. Leurs objectifs et inquiétudes ont disparu. Il reste des inquiétudes, mais ce sont d'autres, parfois les mêmes, parfois différentes. Mais il y a Xi, il y a Trump, il y a la moitié vide de Staline, qui autrefois était libre. Mir. Il ne s'est pas révélé vide, nous sommes nécessaires, vous et moi. Oui, vous et moi. Tous ceux qui comprennent ce qui se passe et en parlent aux autres. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre, partagez-la. Avec ceux que vous jugez intelligents. Eh bien, il ne faut rien montrer aux idiots. Ni like, ni cœur, un message personnel en une phrase. Regarde, ça vaut tes 35 minutes. C'est justement ce travail qu'aucun algorithme ne peut faire. C'est nous qui le faisons, ou alors personne ne le fait. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche si ce n'est pas encore fait. Dites en commentaire quelle partie de la vidéo vous a paru la plus précieuse. Je lis chaque message. Et n'oubliez pas la seconde chaîne. Elle s'appelle Feuille de route vers la liberté. Il y a déjà, si je ne me trompe pas, 192 vidéos de 10 minutes avec le programme, avec la présentation de ce que nous appelons la science volitive. Des récits sur ce à quoi il faut aspirer pour vivre normalement et ne pas être victime d'une explosion, ni se transformer en nuage de sel. Dans la description de cette vidéo, il y a un lien vers mon livre. Sur Amazon, elle est vendue, mais ici elle est gratuite. Et après vous être abonné et avoir téléchargé le livre, vous recevrez chaque matin une vidéo de 10 minutes de ma part, courte, concise, sur des choses qui donnent son plein sens à la vie. Comment assurer un rendement maximal pour votre entreprise? Comment faire pour que votre famille vous adore? Sans manipulation, sans marchandage, vraiment. Et comment faire en sorte que votre cercle d'amis s'élargisse et non se rétrécisse d'année en année? Les 3 piliers d'une vie humaine normale. Chaque matin, 10 minutes, juste 10 minutes, et c'est gratuit. Le lien est sous cette vidéo. Le tout premier. Et le dernier. Rappelez-vous, chaque fois que vous transmettez vos connaissances, vous construisez une société fondée sur la règle d'or. Ce n'était pas moi qui l'a construit. Ce n'est pas Camerton qui l'a construit. C'est vous qui la construisez. Au revoir.